Deux finalement sont sur ce plateau. Ces deux, c'est Henri Yambodè, je l'avais déjà annoncé. Et puis l'autre, c'est Seth Atemi. Bonjour Seth Atemi. Bonjour Maurice, bonjour Henri et bonjour à nos amis téléspectateurs et auditeurs. Je vous demandais à vous voir ce matin de venir prendre ma place. Ah non, c'est bon. Il faut que le père soit à sa place et que le fils soit à leur place aussi. Ah bon, vous êtes le fils. Ah, donc moi, je suis le père. Padre. Bonjour. Henri Yambodè, bonjour. Bonjour Maurice, bonjour Seth, bonjour à tous les téléspectateurs et auditeurs et internautes également. Et bonjour à l'équipe technique aussi. Ah, vous saluez l'équipe technique? Oui. Pourquoi? Ils vous ont donné quelque chose ce matin? Non, mais vous savez, on peut dire qu'ils sont... Les membres de cette équipe-là, bien sûr, sont l'alpha et l'oméga. Si les gens nous reçoivent à la maison... Vous avez déjà mangé quelque chose ce matin? Pas encore. Parmi eux, là, quelqu'un a déjà pris bouillie ce matin. Mais non, c'est pour avoir la force donc, de vous conduire. Ah bon, et moi? Allez, c'était juste pour vous donner un petit sourire ce matin avant qu'on ne démarre. Henri Yambodè, vous avez suivi un peu l'actualité d'hier à aujourd'hui. Oui, hier dans la soirée, il y a eu un point de presse du côté du siège du parti Les Démocrates. Vous aussi également, Seth Atemi, vous avez certainement suivi les informations et l'actualité. Alors, le thème que nous retenons, c'est ce que le titre que l'opinion aujourd'hui a affiché, thème recalé pour les communales 2026. Recalé pour les communales 2026, les démocrates définitivement au fond du trou. C'est un titre qu'affiche ce matin l'opinion aujourd'hui, recalé pour les communales 2026, les démocrates définitivement au fond du trou. Voici ma question, Henri Yambodè, Seth Atemi, lorsqu'on sait que pour l'élection présidentielle, oui, les démocrates sont out. L'élection communale, on vient de constater que leur dossier a été rejeté à la Sénat et le parti n'est pas le seul dans le cas. Il y a également Moël Bénin et nous faisons la marche maintenant vers les législatives. Est-ce que c'est pas trop tôt que de lire à la une de l'opinion aujourd'hui que les démocrates définitivement au fond du trou? Henri Yambodè. Merci beaucoup. D'abord, on va faire un retour sur la une et faire une lecture de la couleur utilisée par le journal et la photo de Yahi Boni également, qui a la tête baissée, et donc qui est une image expressive également, la couleur rouge. Elle est rouge, oui. Qui indique également qu'effectivement, ils sont dans la ligne rouge. D'accord. Ça peut indiquer tout, ça peut expliquer le titre de l'opinion aujourd'hui. Déjà, il faut rappeler que la sortie du Parti démocrate, ça vient à la suite de la décision de la Sénat qui a annoncé que les deux partis, vous avez cité Moël Bénin et les démocrates, donc, qui n'ont pas rempli les conditions, les formalités pour l'ajout pour les élections communales. Quand il était annoncé que le Parti des démocrates allait faire une sortie, tout le monde se demandait, mais pour dire quoi encore? Parce que pour les observateurs, il est concevable pour un parti qui se réclame du peuple que ce parti-là n'est pas arrivé à réunir tous les dossiers dans tous les arrondissements, dans tous les villages pour compétir pour les élections communales. Mais la sortie de ce parti-là hier, la déclaration lue par Dr Guy Mitokpe a montré une autre lecture, a donné d'autres informations qui nous permettent bien sûr de se demander, mais en réalité, où on va? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? La Sénat a dit que le parti n'est pas arrivé à réunir tous les dossiers. Hier, dans la déclaration lue par Guy Mitokpe, il a dit que, je vais vous lire une partie, le parti évoque des chiffres précis. 3630 positions couvertes dans les 546
arrondissements. Et donc, ils sont arrivés à déposer plus de 29 000 pièces au niveau d'un Sénat. Et Guy Dossou Bitoko est arrivé à dire que dans les observations, ils ont reçu les observations dans un seul cartable, une seule chemise dossier, au moment où la FCB, au moment où le Mouel Bénin sont repartis avec des caisses d'observation. Et il disait hier que au moment où il lisait la déclaration, que les FCB continuaient toujours d'ajuster le dossier. À la Sénat. À la Sénat. Et que le samedi, dans la cour de la Sénat, il y avait encore des partis qui étaient partis pour encore déposer des dossiers. C'est des informations, des révélations très graves qui doivent amener la Sénat. Est-ce qu'ils ont appelé un huissier pour faire le constat? Justement, dans la déclaration hier, Dr Guy Bissoko a dit qu'ils ont appelé un huissier qui a fait le constat. Et il y a un honorable qui disait hier que il y a quelqu'un de FCBE qui leur disait qu'il ne savait pas qu'il y avait un dossier à côté qui leur disait non. Vous autres, vous avez eu des observations dans une seule chemise, mais nous autres, c'est beaucoup de caisses qu'on nous a remis pour aller faire les observations, pour faire les ajustements. C'est-à-dire tout simplement que ces informations sont très graves. Et au nom du code électoral, qui, dans cette déclaration, qui dispose que la Sénat est la structure, l'institution qui doit organiser, qui doit faire face à l'organisation des élections générales de 2026. Je pense qu'il est de bon temps que la Sénat prenne la parole maintenant. D'accord. Parce que si la Sénat ne le fait pas, les populations, les citoyens, les observateurs, les militants, et même dans l'élite, dans la classe des élites, on peut considérer que il y a des manœuvres. Il y a des manœuvres. D'accord. Alors que la Sénat a le droit de travailler à ce que chacun des citoyens se retrouve dans sa posture. Pour qu'on fasse confiance à la Sénat. Fasse confiance à la Sénat. Parce que le processus qui est en cours doit être recouvert de crédibilité. Et si on arrive à sortir ces informations en disant que la Sénat a précipitamment sorti la décision à 7h45 alors que l'heure indiquée est encore loin, est arrivé à ne pas permettre aux autres de formaliser, de compléter leur liste, la Sénat prend un coup. La crédibilité de la Sénat prend un coup. Il me semble que le porte-parole, secrétaire à la communication, a ajouté que ils ont été bloqués pour les demandes de papier par l'administration. Je venais à ce niveau-là pour dire que pour le temps qui leur a été donné pour compléter la liste, il est dit que dans la déclaration, Guy disait que il voulait, ceux-là qui doivent compléter les dossiers sont allés dans les administrations pour réclamer ces documents-là. Il paraît que ces documents étaient apprêtés, mais on ne leur a pas remis ça. On refuse de leur donner ça. Il faut également que ces différentes administrations qui ont été citées dans cette déclaration sont également pour dire leur part de vérité. Parce qu'aujourd'hui, je parle, il y a toujours un voile de crédibilité qu'il faut, coûte et coûte, privilégier. Si on ne le fait pas, on risque demain de dire la Sénat est partisane. Et le ton aussi utilisé, c'est un ton combatif, c'est un ton accusateur, je l'ai dit tantôt, parce que le parti a indiqué que on a planifié son exclusion. On a orchestré son exclusion. Et c'est depuis 2023 où le Parti Les Démocrates a été retrouvé, s'est retrouvé donc à l'Assemblée nationale. Et il disait hier que c'est parce que le parti était à l'Assemblée nationale qu'il y a une modification du code électoral, qu'on a relevé le pourcentage qui était à 10% à 20%, parce qu'on se dit que le parti ne peut pas réunir les 20% dans les 24 circonscriptions électorales. Et donc, est-ce qu'ils font accord de gouvernance ou pas? Non, il a été clair hier. Le parti n'a pas fait accord de gouvernance. Il n'y a jamais eu accord de gouvernance entre le parti et les autres regroupements. Et le parti ne fera pas? Le parti ne fera pas, c'est ce qu'il a dit. Et donc, le parti conteste la décision de la Sénat. La décision pour le parti, la décision n'est pas légale. Cet Atemi, vous êtes sur le plateau, vous avez entendu en résumé les révélations avec le ton accusateur
utilisée par donc, le secrétaire général à la communication du parti LD. En tant qu'analyste politique, quel regard vous portez sur cette sortie? Est-ce que c'est pour quand même venir clamer une innocence? Est-ce qu'on peut croire aux propos portés par celui-là qui porte la voix du parti? Ou bien, que pensez-vous de cette proposition, de l'appel de Henri Yambodé qui demande à la Sénat qu'il est temps que la Sénat sorte, mais également ceux qu'on accuse, comme ceux-là qui ont retenu les papiers dans l'administration, sortent pour se prononcer? Qu'en dites-vous en tant qu'analyste politique? D'accord. Merci. En tant qu'analyste politique, je dirais premièrement que vos questions sont une, mais il y a des diversités à l'intérieur. J'en ai dans ma tête, dans ma mémoire, 4. Premièrement, je dirais, est-ce qu'on peut croire en cette sortie ou en les propos du porte-parole du parti Les Démocrates? Oui, il faut y croire. Même quand on doit, en termes judiciaires, accorder le bénéfice du doute aux autres, il faut d'abord croire en ce qu'ils ont déclaré et ensuite attendre que les personnes concernées, les administrations concernées se prononcent pour que la lumière puisse être faite sur tout ce qui a été. Parce que si ce qui est dit est vrai, ça veut dire qu'il y a du 2 poids 2 mesures. Et on ne saurait avoir une institution qui organise des élections, qui est la Sénat, et qui soit partisane ou qui ne soit pas totalement impartiale. Jusqu'à preuve du contraire. Oui. Jusqu'à ce que l'institution le sorte pour pouvoir faire sa déclaration. On se doit, les Béninois se doivent d'accorder du crédit à la Sénat. Et ce crédit ne doit venir que de la façon dont la Sénat gère l'organisation des différentes élections, notamment les élections communales, législatives et présidentielles pour 2026. Ensuite, quand on entend les propos du représentant du parti Les Démocrates, on attendait cette sortie, elle était nécessaire en fait, après que leur dossier a été déclaré non recevable parce que la complétude qui devait être faite n'a pas pu être faite. Donc il se devait de pouvoir sortir et s'expliquer. Innocents sont-ils? Je pense que non. Sur le point de vue où on demande 3600 et quelques dossiers et qui n'ont été capables que d'en fournir 2900 et quelques. Non, ils n'ont pas fourni 2900. Hein. Ils ont fourni la totalité. Mais il est revenu sur le nombre de pièces, qu'ils ont mis dans les dossiers. Il fallait chercher des pièces dans l'administration. Et ça faisait 2900 pièces. C'est ce que disait Henri. D'accord. Donc, il a dit d'ailleurs que c'est le seul parti qui a été capable véritablement de positionner partout sur le territoire national des candidats avec des suppléants et tout ça. Oui, c'est ça, oui, bien compris. Oui, c'est ça. Ce que la Sénat leur reproche, alors, ils ne le reconnaissent pas. C'est cela. C'est ce qu'au final, on comprend. Il est nécessaire alors que la Sénat puisse se prononcer et qu'on puisse avoir la lumière sur cette affaire parce que le parti, les démocrates, ne participe pas aux élections communales, c'est grave, c'est suffisamment grave. Pour la présidentielle, on a déjà... En quoi c'est grave? C'est grave parce que c'est un parti du peuple. C'est grave parce qu'ils sont... Les autres partis ne sont pas les partis du peuple. Ils participent. Ils participent, les autres participent. C'est grave parce qu'ils sont un parti du peuple. C'est grave parce qu'ils se réclament être le parti qui est le mieux porté aujourd'hui par le peuple béninois. C'est grave parce qu'ils se réclament être un parti sérieux. Et donc, un parti sérieux s'organise suffisamment bien pour pouvoir participer aux joutes électorales. C'est en y participant et en ayant des représentants au niveau soit communal, soit législatif, et même par la grâce de Dieu au niveau exécutif, qu'on sent véritablement que l'on participe à la vie politique du pays. Et donc, c'est grave qu'il n'y aille pas déjà aux élections présidentielles. La calice n'avait pas encore entièrement été bue quand celle de la non-participation aux élections communales arrive. Donc, c'est compliqué. Et je comprends un peu le titre du journal tout à l'heure quand on dit que les démocrates définitivement au fond du trou. Au fond du trou. C'est pas une interrogation, hein, c'est une affirmation. Oui, parce que, écoutez, si on prend en considération que pour les présidentielles déjà, ils n'y participent pas pour les raisons que nous tous nous savons,
et que pour les communales, ils n'y participent pas non plus. On ne sait pas encore ce qui sera des législatives. Si on considère qu'à partir du fait que les démocrates ne participent pas aux présidentielles, ils ont commencé une descente dans un trou et qu'ils ne participent pas aux élections communales, ils s'enfoncent davantage dans le trou. Je ne sais pas s'ils y sont totalement au fond déjà. Il faudra attendre également les décisions pour les législatives pour savoir s'ils sont cette fois-ci dans le trou ou dans le gouffre. Parce qu'on doit pouvoir se poser ces questions-là. Donc c'est suffisamment grave qu'un parti bien organisé, un parti bien structuré, un parti qui a déjà, on va dire, au minimum 5 ans d'existence, ne soit pas capable de pouvoir participer aux élections. C'est au même titre que Mouel Bénin. Oui, au même titre que Moued Bénin, mais les démocrates, vous savez, c'est le parti qui en face de l'opposition, est celui qui fait le plus de réactions, fait le plus j'ai pas envie de poids. Non, j'ai pas envie. Enfin, si je ne veux pas utiliser poids. Non, je ne veux pas utiliser poids. Je ne veux pas. Le mot auquel je pensais, c'était bruit, mais bruit est péjoratif. Il faut utiliser poids, puisque un parti dont les députés sont capables de vider l'hémicycle avant qu'on ne vote une loi, ça veut dire que le parti a du poids. Oui, Henri Abonnet. Oui, en termes de contre-pouvoir, le parti donc a un poids. Je suis d'accord. Quand on parlera de poids, on n'irait qu'à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas que l'Assemblée nationale qui est ce pays. Il y a plusieurs autres... et si on doit comparer avec FCBE. Quand on prend par exemple au niveau communal, quand on prend au niveau décentralisé, quel poids ils ont? Aucun. Bon, d'accord. Ils ne feront pas un gramme. D'accord. Donc, ils l'ont pas fait entre les dernières élections et maintenant. Et si on s'en tient à la décision qui est prise là maintenant, c'est que pour les 4 années à venir, ils ne feront aucun poids au niveau communal non plus. Donc, je trouve qu'on ne pourrait pas utiliser poids ici. Je n'ai pas envie d'utiliser poids, je trouve que le mot n'est pas totalement juste. Je dirais juste que c'est le parti qui est le plus mouvant au niveau de l'opposition. Et ce parti, avec toutes les réactions au niveau de la gestion du pays, de la façon dont ils critiquent, ils font leurs avis par rapport au gouvernement actuel, ce parti se devait de participer aux différentes élections pour 2026. Henri Abonnet, il y a une chose que vous n'avez pas dite. J'ai cru avoir lu que le porte-parole du parti a dit qu'on ne fera pas les élections communales sans eux. Est-ce que je me suis trompé? Oui, il y a ce ton-là qui a été utilisé également pour dire que ils vont, parce qu'ils ont ça fait rire. Ça fait rire, oui, ça fait rire. Oui. Il a dit, non, ou bien je me trompe? Est-ce que vous avez le passage? Oui, je fouillais, donc je vais en tout cas, j'ai cru avoir lu quelque chose comme ça. Ils ont eu à dire ça. On ne fera pas les élections communales sans les démocrates. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Oui, je vous ai dit que le parti donc conteste. Est-ce des menaces? Est-ce une influence? Est-ce ils avaient précédemment dit qu'on ne ferait pas les élections présidentielles sans eux. Les élections présidentielles se feront. Ils ont dit maintenant qu'on ne ferait pas les élections communales sans eux. On attendra de voir. Donc, écoutez, pour participer aux élections, il y a des normes dans ce pays qu'il faut respecter, qu'il faut se donner le devoir de pouvoir respecter. Et pour que cela puisse être respecté, moi je trouve qu'il faut qu'au niveau de chaque parti, on puisse prendre les dispositions assez tôt et assez intelligemment pour pouvoir remplir ces normes-là. Donc vous estimez qu'ils n'ont pas pris les dispositions assez tôt? J'estime que, écoutez, quand je prends par exemple le cas des présidentielles, vous êtes un parti, vous lancez un recueillement de candidatures pour ensuite faire une étude de dossier avant de pouvoir finaliser les choses. Les candidatures ont commencé à être déposées, si je ne me trompe pas, c'était au niveau des FCBE, les candidatures ont commencé à être déposées, si je ne me trompe pas, le 2 ou le oui, en fait, les FCBE et les candidats de la mouvance ont été les premiers déjà
à déposer les candidatures. Je parle en interne au niveau des démocrates, quand ils ont recueilli les candidatures. Il y a eu d'abord le travail de la commission exactement, nationale. La commission a travaillé. Il y a eu le Conseil national qui a travaillé. C'est au niveau du dernier jour où on doit faire le dépôt des candidatures que finalement on sort le duo candidat. Vous voyez la façon dont les choses ont traîné à pouvoir à sortir. Et pendant qu'on fait cette discussion-là sur qui est-ce qu'on prend pour être candidat, on rencontre une autre difficulté. Il y a une autre difficulté parce qu'en fait, on ne considère pas que, on n'a pas pensé, ils n'ont pas une seule seconde pensé qu'un détenteur de parrainage pourrait faire défection. Il faut penser à tout ça parce que le fait d'avoir recueilli les parrainages, pris les parrainages chez les députés, le jour même ils sont allés chercher le parrainage à la Sénat, ne garantit en aucun cas que ces parrainages sont acquis définitivement. Non, non, pas du tout. Surtout quand on est à 28 et qu'on ne demande que 28 parrainages. C'est trop juste à mon avis. C'est trop juste. Il fallait faire le nécessaire pour avoir un surplus ou faire le nécessaire pour être garanti, pour être rassuré que toutes les personnes que nous avons dans notre besace là restent dans la besace et que personne ne sortira. Et donc cette disposition n'a pas été prise parce qu'on traînait à pouvoir sortir le duo candidat. Et pour sortir le duo candidat, vous avez vu toutes les difficultés qu'ils ont rencontrées. Donc selon vous, le parti n'est pas suffisamment prêt pour participer aux différentes élections. Pour ce qui a été des présidentielles, seulement pour ce qui a été des présidentielles jusqu'à sortir les candidats et pour tout ce qu'il y a eu comme sortie après que le duo candidat a été déclaré, je trouve qu'il y a beaucoup de situations. Il y a de l'impréparation. Il y a beaucoup de situations internes qui se doivent d'être réglées au niveau du parti. Et les conséquences continuent sur les communales, Henri Ambolé? Pour les communales, je pense que c'est deux réalités différentes. Deux réalités différentes. Pour l'élection présidentielle, tout le monde sait ce qui s'est passé. Je ne souhaite pas qu'on revienne sur ça, sinon on va passer beaucoup de temps. Mais pour les communales, je pense que il fallait quand même qu'on revienne sur ça. Le Parti démocrate aujourd'hui, vous l'avez dit, que le Parti démocrate aujourd'hui a un ancrage au moins sur le territoire national. Comparativement à certaines même formations politiques au niveau. C'est pourquoi quand on a dit, moi je n'étais pas étonné quand on a dit que Mouel n'a pas pu remplir le nombre de postes qu'il faut. Parce que je sais, même à un niveau donné, il y a que, on cherchait donc à avoir des candidats pour les positionner. Les gens refusaient. Parce que n'était pas sûr que. Donc, je suis d'accord que Mouel Béné, au moins, n'est pas arrivé à. Mais au niveau du parti, les démocrates, il y a un travail qui est fait. Et autant que nous sommes ici, on reconnaît qu'au moins, si on prend une maison de 5 personnes, il y a au moins 2 démocrates dans cette maison-là. Donc, le parti a un ancrage national aujourd'hui. Et la question, c'est de savoir comment est-ce que le parti qui a cet ancrage-là n'est pas arrivé à fournir toutes les pièces ou bien à couvrir, n'est pas arrivé à couvrir toutes les positions. Mais avec la déclaration hier d'Ossou Kimitoko, j'ai compris que oui, le parti est arrivé à le faire. Mais s'il y a des complétudes à faire, comment est-ce qu'on est arrivé à ne pas travailler à ce qu'on pas fait les choses? Parce qu'il y a aussi quelque chose. Si vous êtes à ce niveau-là et que on a un regard sur vous, vous devez travailler à ce que vous n'ayez aucune faute. Aucune faute. Que vous n'ayez... qu'on ne vous reproche rien. Qu'on ne vous reproche rien. C'est là où je n'étais pas d'accord peut-être avec le parti, quand on a parlé de falsification et je m'attendais, vous me dévancez, je m'attendais à ce que, au cours de cette sortie, qu'il évoque au moins ce sujet, mais il n'en a pas du tout parlé. Ils en ont un peu parlé précédemment. Non, pas dans une conférence, pas dans un point de presse. Ils ont dit qu'ils ne se reconnaissent pas dans ce qui a été fait par ces personnes-là. Bon, et que le parti ne se reconnaît pas dans une telle chose et que les personnes seront responsables face à la c'est grave. Parce que il a dit que ce sont des militants du parti. Et les gens ont été déposés. Donc, les gens... L'étiquette qu'on porte à ces gens-là aujourd'hui, c'est qu'ils sont du parti, les démocrates. Est-ce qu'ils reconnaissent que c'est des gens du parti, les démocrates, ou pas? La déclaration du procureur a indiqué clairement qu'ils sont du parti, les démocrates, et que c'est le parti qui, c'était responsable du parti, qui a orchestré cette falsification-là. Et donc, je pense qu'il y a normalement
le secrétaire national à la communication devrait normalement apporter une petite réponse à cette interrogation-là. Parce que on s'attendait à cela, mais peut-être qu'il y aurait un point de presse par rapport à ça. Non, mais c'est pas sûr. Mais non, il y a également eu... Et donc, vous avez posé la question, ça va, il y a eu que... ils ont dit que le parti le rejette deux poids, deux mesures, mais également demande un audit. Un audit, justement, un audit, voilà. Oui. Un audit. Est-ce qu'à ce stade, il est possible de faire un audit, puisque la Sénat a un calendrier à dérouler. Bon, je ne sais pas, est-ce que, je le dis comme ça, est-ce que dans l'expérience des élections africaines, il est arrivé où on a fait d'audit à ce stade, ou bien c'est une première demande jamais faite dans un processus électoral en Afrique? Africaine, je ne sais pas, mais parlant de l'expérience béninoise, de ma connaissance, il n'est jamais arrivé que pendant que la commission électorale nationale autonome était en pleine préparation pour les élections. Oui, en plein processus. Processus électoral, que l'audit soit fait. Bon, de ma connaissance, j'en sais pas. Ma question, alors, on va s'en tenir à ce qu'on a entendu sur ce plateau et vos analyses. Au regard, lorsqu'on croise tout ce qu'on a entendu de Henri Yabodeh et tout ce que vous avez dit, est-ce que vous pensez qu'il y a nécessité quand même de faire alors un audit? Henri Yabodeh. Mais non, et moi je pense que d'abord, si les démocrates arrivent à dire qu'ils ont fourni toutes les pièces, que ça crée une étiquette sur la crédibilité de la Sénat. Et la Sénat doit prouver en retour que les règles électorales sont uniformes et respectées et applicables pour tout le monde. Oui, on peut demander à faire audit. La Sénat peut dire, je suis d'accord, si vous avez commetté les experts pour qu'ils veulent faire audit, pour montrer, pour prouver sa crédibilité durant le processus. L'autre chose, vous savez, ce n'est pas pour la première fois le parti demande audit et qu'il lui a accordé. Vous savez, à l'audience l'autre fois, avec le président du parti de Salon, le parti a demandé à auditer le fichier électoral. C'est accordé. Ça a été fait. Ça a été fait. Et donc, si la Sénat ne se reproche rien, absolument rien, il peut accorder cette doléance-là au parti, les démocrates, pour qu'il fasse audit. Maintenant, la conséquence, c'est qu'on a un chronogramme qui est en cours. Est-ce que quel temps va disposer, bien sûr, les auditeurs pour aller faire ce travail-là? Est-ce que ça ne va pas impliquer sur le déroulement et le délai également du processus? Donc, moi, je pense que, oui, il faut, donc c'est la sortie de la Sénat qui peut déjà apporter notre branche de réponse à toutes ces questions-là. Donc, il faut une sortie de la Sénat dans les prochaines heures. Forcément, parce que c'est des accusations très graves. On ne peut pas dire que là, ils ont fourni tous les dossiers, toutes les pièces, et que la Sénat a rejeté au détriment, au moment où d'autres n'ont pas pu. Parce que d'autres continuent pas à fournir des pièces hors délai. Hors délai. C'est pas bien pour la Sénat. Il est allé jusqu'à dire que ils ont oublié que il y a des gens qui travaillent à la Sénat qui ont des parents dans le parti des démocrates. Donc, des informations. Donc, ils peuvent avoir des informations. Des informations fuites donc de la Sénat pour parvenir. On ne va pas dire fuite. Il y a des gens qui les informent de ce qui se passe là-bas. Les informent depuis la Sénat. C'est une fuite. C'est une fuite d'information. Il n'y a pas un autre mot pour le dire. C'est une fuite d'information. Ce sont des déclarations assez graves. Et je trouve que la Commission électorale nationale autonome se doit de réagir et de réagir vite pour que le peuple puisse être rassuré que les élections à venir sont organisées par une commission qui est totalement, comme on le dit, autonome, et qui est impartiale également, qui n'est partisane d'aucun parti et d'aucun bord. Donc il est important que cette sortie puisse être faite afin que les uns et les autres puissent davantage être rassurés. Parce que quand on l'entend ainsi, quand on est citoyen béninois, on est inquiet. Et la communauté internationale également devrait, je trouve, s'inquiéter si les choses sont en l'état pour notre pays. Et c'est parti, c'est la conséquence directe, c'est que le Parti des démocrates
ne participe pas aux élections communales, c'est parti pour 5 ans au moins. C'est ce que je disais tout à l'heure, qu'ils n'ont fait aucun poids au niveau communal pour entre 2023 et maintenant. Il aurait été judicieux que le parti participe donc aux élections communales pour au moins... Exactement, c'est pour ça. C'est un boulevard qui est créé là. Il faut le dire, c'est un boulevard qui est créé. Demain, si le parti n'arrive pas à remplir les conditions également pour aller aux législatives, c'est qu'on ne parlera plus de parti démocrate. Ce serait patatras. Ce serait vraiment patatras, en fait. Et là, on ne parlera plus de tout. Hein. Là, on parlera du gouffre. Gouffre, oui. D'accord. On espère qu'on n'ira pas au gouffre et qu'on va rester au niveau du trou, ou peut-être qu'ils sortiront du trou. On va vraiment l'espérer. Ce sera difficile également pour eux parce que hier, le secrétaire national disait que le code électoral a été modifié parce que le Parti démocrate était à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, le code dit qu'il faut réunir 20% dans les 24 circonscriptions électorales pour soulever les sièges. Et la difficulté est qu'avec ce qu'on observe là au sein de la formation politique, où il y a des responsables au haut niveau qui démissionnent pour se rallier aux autres formations politiques de la mouvance, il sera difficile pour le parti. Là, je le dis, c'est seulement... Est-ce qu'il y a eu de ralliement déjà? Pas de ralliement encore. Oui, ils ont démissionné ils attendent. Oui, à Glotoupla ici, il y a une quadratique qui a démissionné, qui s'est rallié à... je ne veux pas dire le nom de la formation, mais qui s'est dit... Bon, oui, d'accord. En fait, vous êtes en train de dire que d'autres démissionnent encore. Déjà. D'accord. Ça fragilise le parti. Et ce n'est pas sûr que le parti est... je ne le prédis pas, mais c'est un constat. Avec ce qu'on observe là, est-ce que le parti pourra réunir les 20% dans les 24 circonscriptions électorales? C'est difficile. C'est difficile de réunir 10% au plan national. 20%, c'est encore pire. Alors, très bien, merci beaucoup. Donc, je retiens que vous appelez la Sénat à sortir dans les prochaines heures pour clarifier les choses, puisque les déclarations sont suffisamment graves et tend à salir l'image de l'institution. Oui. Donc, il va falloir qu'il y ait une réponse qui soit apportée par la Sénat. Ne rien dire, c'est consentir. D'accord, très bien. Il faut réagir. Très bien. Alors, on va parler du deuxième sujet. C'est donc ce débat sur l'équilibre des pouvoirs à l'Assemblée nationale, annoncé pour vendredi. Nous convoque donc les députés pour trancher la révision constitutionnelle. J'ai lu à la une d'un quotidien qu'il y a un Béninois qui est au Canada qui demande à ce qu'on ne revise pas la Constitution. Cet Atemi, ce débat aura lieu. Est-ce que vous pensez quand même que ce sera tranché et que ce sera carte blanche? Moi, je voudrais espérer que les discussions se feront vraiment de façon franche et que les uns et les autres choisiront la prudence dans toutes les décisions qui seront prises. Parce qu'il ne faut pas réviser la Constitution pour réviser la Constitution. Il faut qu'en l'État, les raisons pour lesquelles on veut le faire, qu'on puisse les comprendre. La Sénat qui doit venir... Le Sénat maintenant. Le Sénat, pardon. On parlait de la Sénat tout à l'heure, c'est dans ma tête. Le Sénat, avec un S, qui doit venir, il faudrait qu'on puisse réfléchir à ses prérogatives, qui sont les personnes qui veulent y être, pourquoi est-ce que ces personnes doivent y être, et quel est son apport au niveau, on va dire, institutionnel dans le pays. Où est-ce qu'il est classé? Est-ce qu'il est au-dessus de l'exécutif? Est-ce qu'il est sous l'exécutif? Est-ce qu'il est sous le législatif? Il faut qu'on puisse réfléchir à tout ça avant de véritablement procéder à accepter que cela puisse être intégré au niveau de nos institutions du pays. Donc, je dis juste qu'il faut de la prudence. Il ne faut pas faire pour faire. Il faut véritablement réfléchir à tout ça. Et je pense qu'il y a seulement, je veux dire quoi, on va dire 2 semaines que cette affaire a été annoncée. Donc j'espère que les uns et les autres ont vraiment, véritablement lu les propositions qui ont été faites et que les bonnes décisions seront prises. Parce qu'au-delà du fait qu'il soit peut-être dans des discussions ou dans des calculs politiques, il faut reconnaître également que, quelle que soit la décision qui sera prise, l'impact, c'est le peuple qui l'aura.
c'est le Bénin qui l'aura, c'est la nation béninoise qui l'aura. Donc il faudrait qu'ils puissent penser à tout ça et qu'ils n'oublient pas qu'ils sont des représentants du peuple, qu'ils réfléchissent un peu comme le peuple. Moi, j'aurais même aimé que certains d'entre eux puissent avoir fait la démarche de descendre au niveau de leur base et écouter un peu les bases et savoir. Ils n'ont plus le temps. Véritablement ce qu'il faut faire, mais bon. C'est ma base. Entre le moment ma base est à Gogounou. Entre le moment où ça a été annoncé et maintenant, il y a eu un certain nombre de jours. Donc cela aurait pu être fait, mais ce n'est pas véritablement dans les habitudes de nos honorables députés de pouvoir le faire. C'est-à-dire que c'est vrai que parfois ils le font, mais ce n'est pas le premier réflexe qu'ils ont quand on fait une proposition de loi. Donc véritablement, je reste positif et j'espère que toutes les réflexions se feront pour que nous puissions avoir une bonne décision. Et quand je le dis, j'ai un pincement au cœur, je pense à la première législature que nous avons eue à l'Assemblée nationale. C'était vraiment des personnes qui avaient une belle intelligentsia et les discussions se faisaient véritablement. Parfois, on les voyait à la télévision et ça donnait des frissons. Ça se sentait que des gens véritablement réfléchissaient pour l'avancement du pays. Donc, je ne dis pas que ceux qui sont là n'ont pas l'intelligentsia, ils l'ont, mais il faudrait vraiment que les discussions se fassent et qu'elles se fassent bien pour que le Bénin puisse en sortir gagnant. Henri, est-ce que les députés vont quand même écouter ce que cet Atemi est en train de dire? C'est trop leur demander? Réfléchir, bien, faire bien le débat, prendre de bonnes décisions. Est-ce que l'objectif est connu, c'est d'avoir le Sénat et c'est pour ça que l'on veut réviser la Constitution. Je pense quand même que c'est plutôt formalitaire que de faire ce débat. Est-ce qu'on doit sous-entendre que vous pensez que c'est déjà acquis? Ben, vous voulez que je vous dise oui? Si vous le voulez, je vous le dis oui. Je vous dis oui, que c'est acquis. Henri, c'est à vous la question. Il y a un point essentiel qui va faire passer donc, la révision de la Constitution. C'est vrai, ça fait partie des premiers points. Je vous lis ce passage-là. L'Assemblée nationale dispose de 109 députés depuis la législature de 2023. Mais pour atteindre la majorité des 3 quarts, il faut en tout pour tout 82 députés. Aujourd'hui, avec les fondeurs de LD, combinés aux députés donc BR et UP, ça ne fait pas les 82. Ça fait combien? Ça fait 81, non? Ça fait 81. Il ne reste qu'un. On a jusqu'à vendredi, non? Oui. Attendez. Donc, les démocrates ont tout le rôle à jouer à ce niveau-là également. Au moins, à ce niveau-là. Parce qu'il faut arriver à... On vous suit. Allez-y. On vous suit. Pardon. Parce qu'il faut forcément arriver à trouver un député du lot des 22 restants. Et ce député, il faut le trouver pour que ça fasse les 82, pour faire passer donc la révision. Mais il y a également une information que vous ne devez pas oublier. Il y a eu, au niveau de l'Assemblée nationale, il y a un groupe qui est appelé groupe G11, groupe de 11 députés qui... Est-ce qu'il y a des mouvanciers dans ce groupe? Oui, des mouvanciers. Oui, il y a certains mouvanciers. Des mouvanciers qui ont dit qu'ils ne veulent pas de cette révision de la Constitution. On les a vus, ou bien ils se cachent derrière G11 là. Est-ce qu'on les connaît? On les connaît. On les connaît? On les connaît. D'accord. Parce que j'estime qu'on ne peut pas les faire passer. En fait, les ABD a voté pour cette révision-là et ne pas les positionner. Il y a cette... d'accord. Oui, c'est ça. Comprenez. Vous comprenez, donc c'est ça. D'accord. Donc, il faut qu'on les positionne d'abord. Soit sûr, il veut être sûr qu'on va les positionner d'abord avant de réviser, avant de voter pour la révision. Voilà. Et donc, si cette disposition n'est pas respectée, cette volonté n'est pas respectée, et donc là, ils vont voter contre... ils demeureront G11. Mais si cette disposition est respectée, ils seront G0. Ils vont voter pour. Donc, il y a un député qui n'est pas encore retrouvé.
Donc, on cherche ce député-là. Mais déjà, il est perdu. Il n'est pas perdu. Il y a un député qui est perdu. Il est peut-être déjà identifié. Oui, bon, il est déjà identifié. Il n'est pas un blébou. Mais non. Donc, le format actuel de Sénat, ça qui fait beaucoup de polémiques. D'accord. On comprend clairement, hein, d'après votre démonstration, les enjeux et les cartes à jouer encore pour ça. Mais quand il reste un seul député à dégoter, moi, je me dis que... Bon. Ah non, si on arrivait à prendre 6, mais 5, je crois on peut arriver à prendre 1. Mais là, le groupe doit rester compact. Mais si le vote est secret? Voilà. Si le vote est secret, on peut avoir même plus qu'un député. Supplémentaire. On peut avoir plus qu'un député. On peut aller à 85 parce qu'il y a des gens qui vont voter parce qu'ils ne savent pas qu'on ne va pas, on ne saura pas qui a voté. On est en train de donner des idées comme ça. Là, on est en train de faire de la consultation gratuite. Vous avez dit que c'était une formalité, le simple. Non, c'est ça. C'est vous qui avez posé la question. Ah ouais. Ah ouais. Donc on va lui demander de faire un vote à main levée. C'est ce qu'on va dire. Alors on saura qui ont voté pour la révision de la Constitution. On sait que les 81 vont voter. Mais il y a qui n'est pas encore. Ils ont leurs règles à l'Assemblée, ils sauront quoi faire. Ils sauront quoi faire. Ah oui, ça. Vous vous rappelez de l'autre fois? Bien sûr. Donc, voilà. Ça me fait peur. Ah, ça me fait peur. Je me rappelle de l'autre fois. Ça me fait peur de se livrer à visage. C'était de nuit. À visage découvert. Donc. Mais non. Bon, donc faisait allusion au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Si le règlement intérieur exige qu'on passe au vote au secret ou ils vont observer. De toute façon, si même la majorité aujourd'hui, mécanique c'est 81 aujourd'hui, mais il y a un député qu'il faut pouvoir couvrir les trois cas. Qu'il faut aller chercher forcément. Mais la polémique aujourd'hui, c'est au niveau du format. Au niveau également des prérogatives du Sénat. Parce que, il a dit l'autre fois, si c'est resté tel que c'est, le prochain président n'aura pas la belle libre pour diriger, pour gouverner, pour dérouler son programme d'action. Voilà. Donc vous voulez que le prochain président ait la main libre? Yahya Bolia, il avait libre pour diriger. Sogola, il avait libre pour diriger. Patrice Talon également a eu la belle libre pour diriger. Vous savez, si le Sénat, dans les prérogatives, je ne sais pas si vous avez lu, il y a une partie où... on n'a pas vu les tests, on veut tous les tests. Oui, ce qui est sur les réseaux sociaux, là, on veut l'intégralité des tests. C'est ça. C'est que le Sénat aura une lourde responsabilité, même dans le choix des politiques à positionner pour au poste de ministre. Absolument. Donc, absolument. Il n'y a plus de liberté. Le Sénat va supplanter l'Assemblée nationale peut-être. C'est ce que je disais quand je faisais l'analyse tout à l'heure. Les autres institutions. C'est ce que je disais. Et c'est ça qui ne vous plaît pas? Oui, c'est ça. C'est ça. Vous avez suivi Théodore Olo. Bien sûr. C'est une ancienne proposition. Mais les gens ont refusé ça parce qu'ils estimaient que c'est budgétivore, parce qu'on sortait de la crise. Aujourd'hui, on sort pas de la crise, je suis d'accord. Mais est-ce que c'est le même format? Il a dit qu'il n'a pas lu le test, mais est-ce que c'est le même format? Il n'a pas vu le test, qu'il attend de voir l'intégralité des tests. Voilà. Est-ce que quelqu'un aura accès intégralement au test? Mais si on devrait rendre ça public. Bon, parce que si cette polémique-là est là, et sauf, c'est parce que les gens n'ont pas confiance. Il y a méfiance. On devrait. Au minimum, les 109 députés à l'Assemblée nationale devraient l'avoir. Et si eux ils l'ont, ils sont les représentants du peuple. Le peuple aussi devrait l'avoir. De facto. Bon, parce que je ne sais pas s'il n'y a pas eu de tests déjà votés sans on va attendre le vendredi et leur envoyer ça dans leur casier. Et ils ont toujours dénoncé ça. D'accord. Bon. Bien, merci. Merci pour ces moments d'analyse. Vous avez été suivis par les téléspectateurs, par les internautes, par tout le monde. Merci d'avoir donné clairement vos points de vue, de faire vos lectures et tout ça. On va continuer cette émission. Tout à l'heure, je souriais parce que l'actu décalée, vous savez, vous connaissez le thème? J'ai lu... rapidement, vous l'avez lu rapidement, oui. D'accord? Je vous le rappelle parce que les internautes, franchement, ils me font beaucoup rire.
ils sont en train de réagir véritablement au thème. Et le thème de l'actu décalé de ce jour, auquel on va inviter les téléspectateurs à réagir, c'est vie de couple. Les deux conjoints sont-ils obligés d'aller au lit au même moment? Parce que c'est de petits trucs qui causent des problèmes dans les foyers. Et ça dit, il y a des non-dits. Il y a des non-dits dans les foyers, et puis après, ça crée des problèmes, ça crée des tensions inutiles. Est-ce que c'est pour renforcer l'amour ou l'amour? Non, moi, je vous poserai la question tout à l'heure, et vous allez me dire, moi, je ne sais pas, est-ce que les deux personnes sont obligées? Parce que, déjà... Cette affaire, je suis un bourri, que je dois finir le travail à 0 heure, que la dame a sommeil, je vais lui attendre de... Bon, en tout cas, on va répondre tout à l'heure. Bon, déjà, ce qui me fait rire, c'est quelqu'un qui disait que les jumeaux sont nés le même jour, mais à des heures différentes. On va rire. Il a tout dit.